Mes chers compatriotes, je voudrais vous faire une petite vidéo pour revenir sur un événement qui a été un événement à la fois historique, commercial et mondain et politique, qui s'est tenu à Paris il y a quelques jours, le lundi 16 décembre 2024. Il s'est agi de la vente d'un certain nombre d'objets, de lettres, d'objets personnels ayant appartenu au général de Gaulle et qui étaient mis en vente par les héritiers de l'amiral de Gaulle. L'amiral de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle, était le seul fils du général de Gaulle et d'Yvonne Vendroux, à son épouse. Ils avaient eu 3 enfants. Le Philippe de Gaulle, qui était l'aîné, qui est devenu amiral. Élisabeth de Gaulle, qui s'était mariée avec monsieur de Boissieu, Alain de Boissieu. Et enfin Anne de Gaulle, qui était handicapée, qui était trisomique et qui était décédée en 1948, assez jeune. Pourquoi d'ailleurs Charles de Gaulle et sa femme ont créé une fondation qui s'appelle la Fondation Anne de Gaulle en sa mémoire, pour venir en aide aux handicapés. Alors là, il s'agissait donc des héritiers du premier enfant, du seul fils, de l'amiral Philippe de Gaulle, qui est mort au mois de mars dernier, à l'âge de 102 ans, pas tout à fait 103 ans. Les objets donc mis en vente l'ont été par les héritiers de l'amiral de Gaulle, qui avait eu 4 fils, qui sont tous les 4 encore en vie. Charles de Gaulle, qui ensuite est devenu député gaulliste, puis député du Front National avant de quitter la politique. Le deuxième fils, qui était Jean de Gaulle, qui a été également député gaulliste. Le troisième fils, Yves de Gaulle, qui a été haut fonctionnaire. Et le quatrième fils, Pierre de Gaulle, qui est un banquier qui a travaillé notamment au Royaume-Uni et qui a travaillé maintenant pour la banque Rothschild et qui vit en Suisse. Et ce sont eux qui ont vendu ces objets. Et tout ceci se déroulait dans un hôtel particulier aux Champs-Élysées le 16 décembre dernier. Les jours précédents, et y compris le dimanche précédent, un certain nombre de ces objets étaient présentés au public et il y avait une foule. Moi, je suis allé sur place. Il y avait beaucoup de monde pour voir non pas tous les objets, mais un certain nombre d'entre eux quand même, qui étaient présentés pour le public, des objets qui allaient être vendus le lendemain. Mais également, il y avait, et ça je tiens à le préciser, il y avait le manuscrit original de l'appel du 18 juin 1940. Alors regardez, ce manuscrit, je précise, n'était pas en vente, donc reste une propriété de la famille et qu'ils n'ont pas mis en vente. Vous voyez, si on regarde bien d'un petit peu plus près, ici on voit en haut « Elle n'est pas seule ». Vous savez, c'est dans l'appel du 18 juin car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule. Alors c'est très très raturé, comme vous le voyez. Ici on lit « Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, etc. » Donc on voit des morceaux entiers de l'appel du 18 juin que l'on connaît. Ici en bas, on voit cette phrase extrêmement célèbre, historique. « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. » Sur ce document d'une importance historique qu'il est inutile de souligner davantage, vous voyez qu'il est inscrit dans un coin, signé de la main de Charles de Gaulle. Il s'agit justement de son manuscrit du 18 juin 1940. Il l'a certifié lui-même. Et ce document était assorti d'un petit mot écrit par Madame Charles de Gaulle, c'est-à-dire Yvonne Vendroux, ce que les Français pendant de nombreuses années, pendant notamment toutes les années 60, appelait d'une façon à la fois familière et très, très respectueuse tante Yvonne. Vous voyez qu'elle écrit sur ce document « Manuscrit de l'appel du 18 juin qui est à la Banque de France à Chaumont ». C'est-à-dire que le document était tellement précieux que le général de Gaulle et son épouse, quand ils résidaient à la Boisserie, où c'était là d'ailleurs qu'il avait pris sa retraite après avoir quitté l'Élysée, dans sa maison de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises, ils avaient entreposé ce manuscrit dans un coffre de la Banque de France à Chaumont.
Et vous voyez ce qu'écrit Madame Charles de Gaulle, donc la veuve. Elle m'écrit « Ce manuscrit m'a été remis par le général à Londres le 19 juin 1940. Il m'a dit « Conservez précieusement ces manuscrits. Si je réussis, ils feront partie du patrimoine de nos enfants. » Donc ce document était évidemment impressionnant. Alors dans cette vente, on voit ici, j'ai pris quelques photos, on voit ici des éléments qui étaient quand même très émouvants. Par exemple, ce nécessaire de bureau avec un endroit pour classer les lettres et puis également un sous-main en cuir qui était estimé 2 à 3 000 euros et qui en fait a été vendu 40 000 euros puisque les prix se sont envolés, comme je vais vous le dire dans un instant. Il y avait également ce portefeuille en crocodile qui avait été offert par Yvonne à son mari, Charles de Gaulle, lorsqu'ils étaient en Grande-Bretagne, au moment de la France libre. Et vous voyez un petit message en dessous de Philippe de Gaulle, « Portefeuille de mon père, offert par ma mère en Grande-Bretagne au temps de la France libre ». Donc il y avait des objets comme ça très intimes, en fait. D'autres qui étaient un peu moins intimes, mais par exemple cette carte d'identité du général de Gaulle. Certains étaient très émouvants, comme par exemple ce petit soldat de plomb qui était mis en vente, qui avait appartenu à Charles de Gaulle quand il était enfant. Un petit soldat de plomb de 5 cm de haut qui était estimé 300 à 400 euros et qui a été vendu, je crois, plusieurs milliers d'euros. Voilà. Il y avait aussi un certain nombre de documents du temps de sa captivité en Allemagne, des documents qui dataient de 1917, etc., etc. Voilà. Alors, je vous parle de ça parce que il y a parmi les lots quelques-uns sur lesquels je vais attirer votre attention parce que je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants. Mais je voulais dire en préambule que, personnellement, j'ai été quand même un peu choqué de voir que la famille, les héritiers de l'amiral de Gaulle, ont vendu 372 lots, c'est-à-dire, à mon avis, la grande majorité de ce qu'ils possédaient, et qu'ils ont vendu ça en salle des ventes. Voilà. Je trouve que c'est choquant parce que ils auraient pu en faire don à la nation. Si d'aventure ils avaient des problèmes successoraux à régler, des frais de succession à régler, ils pouvaient faire ce que l'on appelle une dation. C'est prévu par les impôts, par le code fiscal. Lorsqu'il y a des héritiers qui héritent d'une grosse fortune, eh bien, l'État, on négocie avec l'État la suppression des impôts de succession contre la cession à l'État d'objets très précieux. Alors ça peut être éventuellement un tableau de maître extrêmement rare, extrêmement précieux, mais là, en l'espèce, je pense que les héritiers auraient pu faire ça. Ils auraient pu aussi négocier la cession de tout ça aux archives nationales ou à la Bibliothèque nationale de France, etc., etc. Ça n'est pas ce qui a été décidé par les héritiers. Et on voit d'ailleurs que M. Pierre de Gaulle, voilà, on le voit ici, donc pendant la vente, était extrêmement actif pour obtenir en fait le meilleur prix de ces objets. En mettant en vente aux enchères, la famille courait un risque et courait évidemment avait un avantage. L'avantage qu'ils avaient, c'était de maximiser le profit, puisque il y a eu dans cette vente, il y avait sur place une foule considérable. Il y avait plus de 400 personnes. Il a fallu ouvrir des salons spéciaux. Il y a eu plusieurs commissaires-priseurs qui étaient branchés en même temps tellement il y avait de demandes. Mais il y avait également des gens qui enchérissaient par Internet. Et il y avait plus de 6000 personnes qui étaient inscrites, des personnes de tous les pays du monde. Il y avait des gens qui enchérissaient depuis les États-Unis, depuis le Royaume-Uni, depuis le Japon, l'Australie. Voilà, enfin, c'était également depuis certains pays du Moyen-Orient, probablement aussi depuis la Russie, mais par des hommes de paille, des gens qui étaient là sans doute pour acheter. Alors moi, personnellement, encore une fois, je le dis, je ne vais pas le redire sans arrêt, mais j'ai été, comme beaucoup de Français, quand même choqué par cette affaire, parce qu'il s'agit quand même du plus grand homme d'État français du XXe siècle. Il s'agit de quelqu'un, Charles de Gaulle, dont tout le monde sait qu'il était extrêmement désintéressé, et quelqu'un qui, très probablement, aurait refusé de faire ça. On trouve d'ailleurs, parmi les objets en vente, il y avait d'ailleurs une lettre que vous voyez ici,
du 20 avril 1970, donc que Charles de Gaulle a écrit quelques mois avant sa mort, puisque je rappelle qu'il est mort le 9 novembre 1970. Donc là, il s'agissait du 20 avril. Il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Et dans cette lettre du 20 avril qu'il adressait à son fils, l'amiral de Gaulle, « Quand je te verrai, je te parlerai à loisir de la question de mes archives. Pour celles qui sont constituées par des documents d'État, il n'y a pas de question. Quand j'aurai terminé mes mémoires, et en tout cas quand je mourrai, elles iront aux archives nationales. » Or, à l'évidence, l'amiral de Gaulle n'avait pas versé tous ces documents aux archives nationales. Il l'avait conservé, mais il les avait pieusement conservés, avec plein d'annotations justement pour la postérité, ce qui en faisait tout le prix d'ailleurs. Mais les enfants, à l'évidence, n'ont pas jugé bon d'obéir aux volontés de leur grand-père, qui pensait que tout devait partir aux archives nationales, et donc ils les ont mis en vente aux enchères. Nous sommes, nous sommes à 8 000, que dit-on? À 8 000, 12 000, à 12 000 l'enchère par Florent toujours, à 12 000, 13 000, 14 000, à 14 000, 16 000, 17 000, 18 000, 20 000, à 20 000 toujours Florent, à 20 000 quittez l'enchère, à 20 000, 22 000, 24 000, c'est déjà pris, nous sommes à 24 000, 26 000, 50 000, 52 000, à 52 000, Florent, vous tenez l'enchère, Arnaud, à 52 000, dernière chance, 52 000, 54 000, 54 000, Florent, que fait-on? Nous sommes à 54 000. Tout ce qui est marqué de Gaulle, quand même, 65 000. Allons-y, à 55 000. Ça vaut pas le coup d'aller sur le blog aussi cher. Sur Nous sommes à 55 000. Arnaud. Des lettres, des machins, ça a de la valeur. 57 000. Ah bah évidemment, c'est toujours bien. 57 000, merci pour vos enchères à 57 000, Arnaud. L'emporté, j'adjuge à 57 000. Adjugé 57 000. Donc ça, c'est l'aspect très regrettable de cette affaire. On peut comprendre évidemment la famille, puisqu'il y a eu des enchères venant du monde entier, comme je l'ai dit, avec des prix qui ont été absolument phénoménaux, qui ont été atteints. En particulier, le prix le plus important a concerné une montre Lipp, que Fred Lipp, le fondateur de la marque française de montres Lipp, qui a disparu, mais qui était une des marques les plus en vogue au début des années 60, il avait créé la première montre électronique, et Fred Lipp était venu offrir cette montre électronique au général de Gaulle, qui était président de la République. Et donc le général de Gaulle était très fier de cette montre, qui lui montrait, on était en 1960, qui lui prouvait, qui voulait prouver l'excellence de l'ingénierie française. Et donc cette montre était l'un des clous de la vente. Elle avait appartenu au général de Gaulle. Elle était estimée entre 6 et 10 000 euros. Et il y a eu tellement de demandes qu'en fait, elle s'est vendue au coup de marteau à 410 000 euros. À quoi il faut ajouter les frais de 26%, plus la TVA. Donc il faut ajouter à peu près 30% supplémentaires pour les frais pour la maison de vente et puis pour l'État. Donc on peut estimer à peu près que cette montre a été vendue quelque chose comme à peu près 520 000 euros, ce qui évidemment tout ça va dans l'escarcelle de la famille et non pas aux archives nationales, non pas dans un musée. Il y a quand même un certain nombre de musées de Gaulle. Donc tout ça, on comprend que la famille a gagné beaucoup d'argent, mais il faut quand même nuancer ce propos par le fait que l'État, en France, la loi, permet à l'État ou aux collectivités locales d'agir par ce que l'on appelle la préemption. La préemption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une vente aux enchères, l'État peut déléguer, un ministère ou une collectivité locale peut envoyer un de ses représentants qui se fait connaître avant la vente au commissaire-priseur, et à chaque objet ou chaque lot qui fait l'objet d'une adjudication, lorsque
le marteau tombe et que le commissaire-priseur annonce adjuger, quel que soit le prix, à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir le représentant d'un ministère public, ou d'un musée public, ou d'une collectivité locale, qui lève la main, qui se lève et qui dit, qui est sous réserve de préemption, et il annonce le ministère qu'il représente. Alors je le souligne parce que ça a été effectivement le cas. Sur les 372 lots, il semble, d'après ce que j'ai vu, qu'il y a eu 156 lots, ce qui est considérable, qui ont fait l'objet d'une préemption. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment où l'enchère est prononcée, mettons une lettre qui est vendue à 20 000 euros sans les frais, c'est-à-dire avec les frais quelque chose comme à peu près 26 000 euros, eh bien le représentant du ministère ou de l'État qui va faire la préemption se lève, et donc sous réserve de préemption, ça veut dire que l'État va acheter au dernier montant, donc se substitue au dernier enchérisseur, lequel donc son enchère tombe à vide, et donc c'est l'État qui paye à sa place et qui emporte le produit. Alors ce système est un système qui a été inventé par la loi en France. Ça permet de conserver dans le patrimoine national tout en ne spoliant pas les enfants, c'est-à-dire en permettant aux enfants de maximiser leurs profits. Il faut bien voir que tout ceci, évidemment, coûte cher aux contribuables. Ça coûte plus cher que si les enfants avaient vendu de gré à gré leurs objets à l'État, a fortiori s'ils les avaient donnés. Donc sur les 156 ou 158 préemptions qui ont été effectuées, il y a toute une série de préemptions qui ont été effectuées au début par le département du Nord. Notamment, c'était les objets de l'enfance, des dessins, des pièces de théâtre, des vers, des poèmes qui avaient été écrits par De Gaulle sous le pseudonyme de Charles de Lagulle, qui est en fait un anagramme de Charles de Gaulle. Tout ce qu'il avait pu écrire quand il avait 7 ans, 10 ans, 12 ans. Tout ceci a été préempté par le département du Nord, très probablement, pour l'entreposer et le présenter dans la maison natale de Charles de Gaulle, qui est à Lille, puisque de Gaulle était natif de Lille, et qui a été transformé en musée. Donc c'est pour enrichir les collections du musée de Lille, ce que je trouve personnellement très bien, et je suis très heureux de savoir que, par exemple, le petit soldat de plomb de tout à l'heure, dont je parlais, eh bien, n'est pas parti en Chine ou aux États-Unis, mais sera présenté dans le musée de la maison natale de Gaulle à Lille. Il y a eu d'autres préemptions, il y a eu notamment des préemptions très nombreuses. Les principales préemptions en nombre ont été effectuées par les archives nationales, là même où De Gaulle aurait voulu que toutes ces archives soient d'ailleurs à Haye. Donc il y a plusieurs dizaines de lots ont été préemptés par les archives nationales. Il y a également beaucoup de lots qui ont été préemptés par la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Il y a également des lots moins nombreux qui ont été préemptés par le ministère des Armées. Il y en a quand même eu pas mal. Il y a eu 2 lots qui ont été préemptés par le ministère des Affaires étrangères, le service des archives diplomatiques, qui concernaient des lettres que De Gaulle avait écrites lorsqu'il était à Beyrouth, au Liban, entre les deux guerres. Et il y a eu également un bel objet qui était un objet de la maison Cartier fabriqué à Londres pour la médaille de la France libre, des Compagnons de la Libération. Donc je regardais cet objet qui était en argent. Et cet objet qui, je crois, a grimpé jusqu'à 40 000 euros, eh bien, a été préempté par le musée de la Légion d'honneur qui se situe à Paris. Tous les lots qui ont été préemptés, en réalité, étaient les plus importants du point de vue historique. Les archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, les différents ministères ont préempté les lettres les plus importantes, vraiment qui étaient vraiment des archives absolument essentielles pour la compréhension de l'histoire. Et donc les lots qui n'ont pas été préemptés, alors ça c'est très dommage, ils sont partis chez des particuliers en France ou à l'étranger, ou ils sont partis peut-être dans l'ensemble du monde, mais c'était des lots qui étaient quand même un peu moins intéressants, comme par exemple le nécessaire de bureau dont j'ai parlé n'a pas été préempté, il est parti, je ne sais pas, on ne sait pas quels sont les acheteurs. Voilà, on ne sait pas la montre qui a été achetée pour quelque chose comme 520 000 ou 530 000 euros, frais compris, est partie chez un particulier. Il n'y a pas eu de préemption de l'État. Je rappelle d'ailleurs que la préemption, en fait, c'est payé par le contribuable.
Voilà. Donc, en revanche, il y a eu beaucoup de lettres très importantes du point de vue historique qui ont pulvérisé leur estimation. Elles étaient souvent estimées 2 000, 3 000, 5 000 euros. Et elles ont très souvent dépassé les 20 000, 25 000 euros, et parfois même bien davantage. Il y avait notamment le testament, l'un des 3 testaments que le général de Gaulle avait rédigé en 1952, pendant ce que l'on a appelé la traversée du désert. Vous savez qu'il avait fondé la France libre le 18 juin 1940. Vous savez qu'en 1944, le 26 août 1944, il s'était installé à Paris en créant le gouvernement provisoire de la République française. Vous savez que le 20 janvier 1946, il avait quitté le pouvoir parce qu'il était contre les nouvelles institutions, celles de la 4e République. Il était contre ces institutions parce qu'il estimait qu'elles réinstaureraient le régime des partis qui avait mené la France au désastre de 1940. Et donc, il avait quitté le pouvoir le 20 janvier 1946 et a commencé à ce moment-là une nouvelle période de sa vie qui s'était étalée jusqu'en 1958, une période de 12 ans que les historiens appellent la traversée du désert, où en fait il est retourné à Colombey-les-Deux-Églises, sa maison familiale qu'il avait achetée dans les années 1930, et il s'est mis à écrire ses mémoires, les fameuses mémoires de guerre, qui ont été publiées justement au début des années 1950. Et c'est à cette période qu'il avait rédigé donc ce testament en 1952, dont il avait fait 3 exemplaires. Un exemplaire numéro 1 qu'il avait remis à Georges Pompidou, son directeur de cabinet de l'époque, qui s'occupait par ailleurs du fonctionnement de la Fondation Anne de Gaulle dont j'ai parlé tout à l'heure. L'exemplaire numéro 2 qu'il avait remis à sa fille, Élisabeth, son 2e enfant. Et le 3e exemplaire qu'il avait remis à son fils, c'est-à-dire à l'amiral de Gaulle. Et c'était justement cet exemplaire numéro 3 qui était en vente, puisqu'il s'agissait de la dispersion des objets de l'amiral de Gaulle. Donc ce document était estimé 8 à 10 000 euros, et en fait il s'est envolé, il a atteint 90 000 euros, c'est-à-dire avec les frais supplémentaires, ça a dû coûter quelque chose comme à peu près 115 000 euros pour acheter ces 3 pages manuscrites de Gaulle, mais qui sont évidemment historiques. Ça n'a pas été préempté, puisque la Bibliothèque nationale de France conserve déjà l'exemplaire qui avait été remis à Georges Pompidou. Voilà. Alors vous trouverez toutes ces informations dans ce catalogue, si éventuellement ça vous intéresse. Je suppose que la maison de vente Arcurial doit encore en vendre. C'est un catalogue qui est énorme, qui est fait très 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 important. C'est assez cher, ça coûte 50 euros, mais c'est une mine absolument extraordinaire d'informations, non seulement sur les documents en vente, mais non seulement il y a des photos, mais il y a également toutes les explications qui sont dedans. Alors j'ai pas d'action dans la maison de vente Arcurial, mais c'est plus un catalogue de vente en fait, c'est quasiment un livre d'histoire pour le gaullisme, dont je le signale à toutes les personnes qui sont intéressées. Alors, je ne vais pas vous faire tout le commentaire, vous résumer toute cette vente qui a duré un temps fou. D'ailleurs, ça a commencé à 14h et ça s'est terminé à 22h pour 372 objets. Donc, vous imaginez un petit peu. Moi, j'ai fait toute la vente et j'avoue qu'à la fin, j'étais extrêmement fatigué. J'ai enchéri. Pour tout vous dire, j'ai enchéri ici ou là. Il y a une lettre dont je vais vous parler que j'aurais rêvé d'avoir, vraiment, que je n'ai pas eu les moyens d'acheter parce que j'ai enchéri, pour tout vous avouer, jusqu'à 6 000 euros. J'étais prêt à casser ma tirelire. Avec 30% supplémentaires, il aurait fallu que je débourse 7 800 euros, ce qui pour moi est une somme importante, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs. Malheureusement, la lettre est partie, elle est montée jusqu'à 20 000 euros. Et de toute façon, elle a été heureusement, d'ailleurs, préemptée par les archives nationales, dont finalement je n'ai pas de regrets. Alors justement, quels sont les objets que moi j'avais trouvés les plus extraordinaires, à part tous ceux que je viens... Enfin, tout était extraordinaire. Il y avait des objets émouvants, des objets sur la jeunesse, des objets, par exemple, des lettres qu'il a écrites pendant sa captivité en Allemagne en 1917. Il y avait des objets de l'entre-deux-guerres, il y avait des objets de la fin de sa vie, etc. Donc tout ça était quand même vraiment très, très émouvant, très intéressant. Mais il y avait quelques lettres sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, parce que je les ai trouvées tout particulièrement remarquables. Donc je vous en parle pour que tout le monde soit au courant de l'existence de ces lettres. Elles sont vraiment très importantes.
La première lettre dont je voudrais vous parler, c'est une lettre qui est assez extraordinaire, d'une espèce d'ironie mordante et cruelle a posteriori. C'est une lettre du 12 janvier 1938. Vous voyez ici l'enveloppe qui la contenait. Cette lettre a été adressée, c'est une LAS, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire une lettre autographe signée, c'est-à-dire que toute la lettre a été écrite par la même personne et signée. C'est une lettre que Philippe Pétain, le maréchal Pétain, a adressée le 12 janvier 1938 à Charles de Gaulle. Et vous savez que de Gaulle avait été le collaborateur de Philippe Pétain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait donné comme prénom à son propre fils le prénom de Philippe. Et quand vous voyez cette lettre, qui a été adressée quand de Gaulle était donc colonel au 507e régiment de chars à Metz, donc on est en janvier 1938, et regardez ce qu'a écrit Philippe Pétain. « Merci de vos bons vœux, mon cher de Gaulle ». Vous voyez qu'on lit très facilement, il avait une écriture très lisible, Philippe Pétain. « Merci de vos bons vœux, mon cher de Gaulle, et recevez les miens sincères et cordiaux. Vous faites en ce moment votre deuxième expérience de chef de corps. Vous êtes en pleine possession de vos moyens et dans une ambiance favorable. Vous devez donc réussir. » Et alors c'est là cette phrase extraordinaire. « Je continue à suivre votre carrière avec beaucoup d'intérêt et souhaite de ne pas être déçu. » Quelle ironie mordante de l'histoire que de lire ce document de janvier 1938 où Pétain dit qu'il suit avec intérêt la carrière qu'il espère brillante de Charles de Gaulle et qui dit qu'il espère qu'il ne sera pas déçu puisque nous sommes en janvier 1938. Et donc 8 ans après, en 1946, comme vous le savez, de Gaulle sera au pouvoir. Pétain sera en procès pour avoir été le chef de l'État français, le chef de la collaboration avec l'Allemagne nazie, et Pétain sera condamné à mort. Et Charles de Gaulle, qui est à la tête du gouvernement provisoire de la République française, graciera Pétain. On peut dire que d'une certaine façon, il n'a pas déçu Pétain de ce point de vue-là, mais c'est assez cruel. Et c'est vraiment un document d'histoire tout à fait incroyable. Voilà. Cette lettre a été d'ailleurs préemptée par les archives nationales, que c'est normal. Deuxième lettre, et c'est celle-ci pour laquelle j'aurais vraiment tout donné pour pouvoir l'obtenir, si j'avais eu les moyens financiers. C'est en fait deux lettres qui ont été adressées par Charles de Gaulle, qui était à Alger en 1943. C'était un lot qui comprenait deux lettres et qui étaient des lettres adressées à sa femme, qui n'était pas en Algérie, mais qui était donc en France. Et donc, ça commence par une lettre du 14 juin que vous voyez ici, dont vous voyez ici simplement la première page. Et de Gaulle écrit, alors si vous suivez, on peut suivre à peu près. De Gaulle a une écriture très penchée, très, très allongée, qui n'est pas toujours très facile à lire. On peut quand même la lire. 14 juin 43. Ma chère petite femme chérie, ici, grande bataille comme il était à prévoir, mais nous avançons. Opinion presque entièrement favorable et pour la masse enthousiaste. Résistance acharnée des vichistes, giraudistes, c'est-à-dire les partisans du général Giraud, et du vieux, c'est-à-dire probablement le général Georges. Si cela s'arrange finalement, nous le verrons dans les 8 jours, tu devras venir à Alger, je te donnerai alors toutes indications par télégraphe. Tu ne peux te faire une idée de l'atmosphère de mensonges, fausses nouvelles, etc., dans laquelle nos bons alliés, il parle ici des Américains et des Anglais, et leurs bons amis d'ici, c'est-à-dire les Français du côté du général Giraud, les mêmes qui leur tiraient naguère dessus, auront essayé de me noyer. Il faut avoir le cœur bien accroché et la France devant les yeux pour ne pas tout envoyer promener. Signé ton pauvre mari C. c'est-à-dire ton pauvre mari Charles. Cette lettre est extraordinaire. Elle prouve quoi? Elle prouve qu'on est à Alger. Alger qui était, à l'époque, c'est la France. Il y a des départements en Algérie française. Là, c'est écrit en juin 1943. Vous savez que l'Algérie a été libérée, si l'on peut dire, par les anglo-saxons.
puisque en novembre 1942, les Américains, dirigés par le général Eisenhower, et les Anglais, qui étaient en Méditerranée, sont intervenus en Algérie, ont débarqué à Alger. Le gouvernement était dirigé par l'amiral Darlan, qui était un proche de Pétain. Il avait d'ailleurs dirigé le gouvernement à Vichy pendant quelque temps. Et l'amiral Darlan fait mine de se battre contre les Américains, et au bout de 48 heures, il lève le drapeau blanc. Et donc Eisenhower arrive en Algérie, et au lieu d'arrêter l'amiral Darlan, qui représentait le régime de Pétain, au lieu de faire fermer tout de suite les camps de rétention, comme on disait, qui en fait étaient des camps de concentration sur le modèle allemand qui avait été imposé par les Allemands à l'État français, c'était l'État français, c'était le régime de Pétain qui dirigeait l'Algérie française. Au lieu d'arrêter tout ça, eh bien Eisenhower, sur instruction de Washington, avait pactisé avec l'amiral Darlan. Je vous renvoie à ce passage de l'histoire qui est très très important à connaître. C'est que les Américains voulaient maintenir le régime de Pétain après la libération pour mieux pouvoir la servir, et les Américains ne voulaient surtout pas que De Gaulle arrive au pouvoir. Parce que les Américains avaient compris que De Gaulle était un vrai patriote, que De Gaulle n'était pas quelqu'un de corrompu, de traître, d'achetable, et que donc il fallait tout faire pour l'écarter de l'arrivée au pouvoir. Ils avaient donc sorti d'un chapeau le général Giraud, puisque l'amiral Darlan, qui avait donc fini par pactiser avec Eisenhower et réciproquement au début novembre 1942, avait été assassiné 3 semaines après par la résistance française qui avait ses entrées, si j'ose dire, en Algérie. Et donc, pour succéder à l'amiral Darlan, les Américains avaient fait venir un autre général proche de Pétain, qui était le général Giraud, qui était venu en passant par l'Espagne, et que les Américains voulaient promouvoir pour contrer De Gaulle. De Gaulle lui-même étant en Algérie, et voyait qu'il y avait une collusion entre les Américains, les vichistes, qui, comme il le dit dans cette lettre, qui avaient tiré sur les Américains dans un premier temps, et à partir du moment où ils avaient fait affaire avec les Américains, et que les Américains avaient maintenu au pouvoir les vichistes, eh bien, d'un seul coup, ils avaient fait alliance avec les Américains pour contrer De Gaulle. C'est très très important à comprendre, hein. On est vraiment dans une situation qui n'est pas sans rappeler la situation que nous voyons de nos jours, où nous avons les grands partis politiques français, y compris ceux qui se réclament de la souveraineté nationale, hein, ceux qui se réclament du gaullisme. Je pense aux Républicains, mais je pense aussi d'ailleurs à Reconquête, ou je pense aussi au Rassemblement national, qui sont en fait, qui proposent, qui se prétendent vouloir défendre la souveraineté nationale, mais qui sont en fait à 4 pattes devant la stratégie des États-Unis, la stratégie de domestication de la France. Tous ces partis politiques approuvent l'aide à l'Ukraine. Tous ces partis politiques taisent le fait que l'Union européenne est un objet de domination, est un instrument de domination des États-Unis. Voilà. Et De Gaulle se retrouve seul à Alger face à tous ces vichistes. Et vous voyez qu'il est parfois désespéré parce qu'il constate quoi ? Il constate que la masse de la population a bien compris que ce sont des traîtres à la nation, mais ils ont pignon sur rue. Et lui, De Gaulle, est malmené. Il est constamment menacé par cette alliance des collabos, qui étaient les collabos des nazis quelques mois avant et qui sont devenus les collabos des Américains. Voilà, cette lettre est d'un intérêt tout à fait exceptionnel. Mais dans le même lot, toujours qui était en vente, c'était le lot 169, dans le même lot, il y avait une deuxième lettre de De Gaulle qui avait été écrite 10 jours après. La première était du 14 juin 1943 à son épouse, où il parlait justement de ses démêlés avec les Américains, avec les vichistes et les girodistes, comme il le dit. Et 10 jours après, le 24 juin 1963, il envoie une autre lettre à son épouse qui vaut là aussi qu'on la regarde de près. Il écrit « 24 juin 1943. Ma chère petite femme chérie, ici, comme prévu, je me trouve en face de l'Amérique et d'elle seule. Tout le reste ne compte pas. L'Amérique prétend imposer le maintien de Giraud, dont aucun Français ne veut plus, ni ici, ni ailleurs. Elle prétend m'empêcher de gouverner.
L'opinion ne cesse pas de monter en notre faveur dans toute l'Afrique du Nord. Il s'agit de savoir si les faits finiront par amener le gouvernement de Washington à changer sa politique. En attendant, comme tu dois le voir, tous les reptiles à la solde du State Department. Donc c'est tous les reptiles, c'est tous ceux qui se vautrent dans la servitude face au département d'État américain, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque l'État profond. Comme tu dois le voir, tous les reptiles à la solde du State Department et de ce pauvre Churchill hurlent et bavent à qui mieux mieux dans la presse anglo-saxonne. C'est-à-dire, il a droit à la presse qui est tenue par les anglo-saxons, par les intérêts américains, et qui hurle et qui bave contre qui ? Contre lui, De Gaulle. Contre le gaullisme, contre cet homme qui veut rétablir la France dans son indépendance, dans sa souveraineté, et qui a compris, comme il le dit au début de cette lettre, qu'il se trouve en face de l'Amérique et d'elle seule, et qu'elle prétend empêcher De Gaulle de gouverner. Et il dit « Tout cela est méchant, idiot, mais quoi ? C'est toute cette guerre. Le terrain que j'ai choisi pour la lutte et l'indépendance française à propos de la rénovation militaire, je crois ce terrain bon. En tout cas, tous les gaullistes, entre guillemets, innombrables à travers le monde, ont très bien compris quelle est la partie et me soutiennent avec passion. » C'est fascinant. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Vous voyez bien que De Gaulle est en fait seul par rapport au monde des médias à Alger en 1943. Le monde des médias anglo-saxons qui promeut des vichistes, des anciens vichistes, des girodistes, des pseudo-opposants. Et lui ne peut compter que sur la population qui comprend quel est son combat. Il a compris, lui, De Gaulle, que maintenant, l'ennemi essentiel de la France, ça ne sera bientôt plus l'Allemagne nazie, ce sera les États-Unis d'Amérique. Il le dira d'ailleurs à Alain Peyrefitte, quand il expliquera que le débarquement du 6 juin 1944, qu'il avait toujours refusé de célébrer, il a eu des mots très durs en disant que c'était le prélude à une seconde occupation. Et De Gaulle montre ici à quel point les médias en fait l'empêchaient de parler et que les médias servaient des forces dont l'objectif était de se mettre à la solde des États-Unis. Les reptiles devant le State Department. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate ? On constate à quel point j'ai créé l'UPR, voici bientôt 18 ans. Depuis bientôt 18 ans, je propose aux Français de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro et de sortir de l'OTAN. Parce que ce sont les trois mâchoires, les trois tenailles par lesquelles les États-Unis d'Amérique ont mis la main sur la France et sont en train de détruire notre souveraineté et notre indépendance nationale. Et vous le savez, réfléchissez à ce que je vous dis. Vous savez que les médias donnent la parole, bien sûr, au Rassemblement national, à M. Zemmour, à M. Mélenchon et à d'autres, bien sûr. Mais les principaux opposants qu'on présente aux Français sont en fait des faux opposants. Comme De Gaulle avait affaire à des faux opposants, puisque M. Mélenchon, je le rappelle, il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, avait expliqué que ceux qui voulaient sortir de l'euro étaient des maréchalistes. Il nous avait comparé au maréchal Pétain parce qu'on voulait sortir de l'euro alors que notre objectif est de rendre aux Français leur souveraineté et leur indépendance nationale. Les médias donnent une place considérable à Zemmour, c'est ce qu'ils ont fait en 2021-2022. Mais M. Zemmour ou Mme Knafo n'ont jamais dit un seul mot sur la domination américaine qui se cache derrière la construction européenne. Alors là, pour taper sur l'immigration, sur les immigrés, sur l'islam, sur le terrorisme, bien sûr qu'ils ont
raison de dénoncer le terrorisme islamiste, je ne vais pas dire le contraire. Mais jamais vous ne les verrez en train d'expliquer ce que moi j'ai expliqué, notamment lors du débat de 2017, où j'expliquais que derrière Daesh, il y avait des financements du Qatar, des armes venant des États-Unis d'Amérique. Jamais vous ne verrez Madame Le Pen, Madame Marion Maréchal, Monsieur Zemmour, Madame Knafo, Monsieur Bardella, Monsieur Dupont-Aignan, vous ne les verrez jamais expliquer que derrière la construction européenne, c'est un processus d'asservissement conçu aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ne proposent pas de sortir de l'Union européenne. Ils disent qu'il faut y rester. Et ils disent qu'on va modifier l'Europe, alors que tout le monde sait que c'est impossible, puisqu'il faut l'accord unanime des 27 États. Et ça fait maintenant 67 ans, depuis le traité de Rome de 1957, qu'il y a des gens, des responsables qui nous promettent une autre Europe, qui est évidemment impossible. Si nous lisons cette lettre de Charles de Gaulle, on ne peut qu'être quand même rasséréné d'une certaine façon. Parce qu'au bout du compte, il s'agit en fait du combat de David contre Goliath, le petit David contre le géant Goliath, dans la Bible. Or, vous savez que qui a gagné ? Ça n'est pas le géant, c'est David qui avait gagné contre Goliath. De la même façon que De Gaulle montre ici, il a des moments de désespoir dont il s'ouvre à sa petite femme chérie, comme il le dit, avec une formule extrêmement émouvante que le grand public n'imaginait pas qu'il s'adressait comme ça en fait à son épouse, qui est bien naturel d'ailleurs dans un couple. Et on voit que De Gaulle table sur une seule chose, c'est le peuple, qui, comme il le dit dans sa lettre, c'est le peuple qui comprend la partie, comme il dit. C'est le peuple qui comprend que lui, De Gaulle, il est là pour essayer de libérer la France de cette nouvelle dictature qui est en train de s'imposer, de se substituer, oh certes elle est différente, mais de substituer à la volonté de l'Allemagne de dominer la France, désormais c'est la volonté des États-Unis d'Amérique. Voilà. Cette lettre, ces deux lettres, sont des joyaux historiques. Je ne les connaissais pas, bien sûr. C'était des lettres totalement inédites qui sont sorties à l'occasion de cette vente sur lesquelles j'ai enchéri. Et je n'avais pas les moyens financiers de les acheter. Mais les deux lettres ont été en fait préemptées, heureusement, par les archives nationales. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un seul journaliste faire le travail que je fais devant vous pour trouver ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans ces archives laissées par l'amiral de Gaulle. Ici, vous venez de voir sur ces deux lettres ce que je ne cesse d'expliquer depuis maintenant 18 ans, c'est que désormais, le principal adversaire de la France, le pays qui est en train de détruire la France, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui sont en train de nous asservir, y compris d'ailleurs sur ces questions migratoires que certains mettent en avant, puisque je rappelle quand même que ces flux migratoires sont imposés par l'Union européenne qui impose 4 millions de nouveaux immigrants par an dans l'espace Schengen, et y compris par le fait que les ONG qui promeuvent ça sont financées notamment soit par la National Endowment for Democracy, qui est un fonds de la CIA, soit par des organisations privées relevant de l'Open Society de George Soros. Alors peut-être, à partir du 20 janvier, peut-être Donald Trump et son administration, et notamment peut-être la présence d'Elon Musk, vont freiner les ardeurs des États-Unis dans ce domaine. Mais n'attendons pas trop des États-Unis d'Amérique. Et soyons fidèles à l'enseignement que nous a montré De Gaulle. Les Français ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se libérer. Alors il y avait un troisième lot que j'aurais également aimé pouvoir acheter, que je n'ai pas pu acheter. C'est un lot qui concerne un petit mot manuscrit. Un petit mot manuscrit qui a été écrit par Joséphine Baker le 8 juin 1947. Joséphine Baker, qui était une Française d'origine américaine, qui était née aux États-Unis, qui était une chanteuse, une danseuse de music hall, qui, comme vous le savez certainement, a ensuite connu
une carrière dans les services de renseignement, puisque c'était en fait une espionne au service de la France, et elle était active en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a participé à la résistance française. Elle a d'ailleurs été décorée par la résistance française en 1946, lors de son 40e anniversaire, et c'était une fervente gaulliste. Je rappelle d'ailleurs, ses cendres ont été transférées au Panthéon en 2021, donc il y a 3 ans, pour Joséphine Baker, qui avait par ailleurs une revue de music hall, qui était une chanteuse. Et Joséphine Baker vouait une très grande admiration à De Gaulle. Et regardez cet écrit, elle écrit ça, elle est logée à l'hôtel Claridge, qui est un hôtel de grand luxe, un palace qui se situe sur les Champs-Élysées. On est en juin 1947, le 8 juin, et elle écrit à De Gaulle ce petit mot manuscrit qui vaut le coup d'être regardé, lu, parce qu'il est aussi une mine d'or pour comprendre la situation. Elle écrit « Mon général, un mot pour vous dire au revoir, car je prends l'avion... » il y a un certain nombre de fautes d'orthographe. Elle était d'origine américaine, donc elle écrit le français avec des fautes d'orthographe. « Car je prends l'avion tout à l'heure pour l'Amérique du Sud. Je me sens en pleine forme, car ma santé, grâce à Dieu, est revenue. Inutile de vous dire que je foncerai pour mon grand Charles. » En 1947, elle a 41 ans. Charles de Gaulle, en 1947, lui, il a 57 ans. C'est une résistante. Elle se permet d'écrire au fondateur de la France libre. C'est donc après-guerre. En 1947, De Gaulle a pris sa retraite provisoire, puisqu'il a claqué la porte du gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, le 20 janvier 1946. Donc il est à Colombey-les-Deux-Églises. Mais elle continue à lui écrire en disant « Inutile de vous dire que je foncerai pour mon grand Charles ». Et c'est surtout la suite qui est très intéressante. Elle écrit « Je profite en même temps pour vous dire que le hasard me fait connaître les efforts que font en ce moment le gouvernement américain pour libérer le maréchal Pétain. » Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit que Philippe Pétain, je l'ai dit tout à l'heure, a été arrêté à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il était parti, il avait été plus ou moins embarqué par les Allemands au moment de l'effondrement de la présence allemande en France. Il avait été embarqué à Sigmaringen. Et puis de là, il avait été transporté, il était passé par la Suisse, je crois. Et puis finalement, il s'était rendu, il avait été arrêté. Et il a fait l'objet d'un procès en 1946 dont j'ai parlé. Il était défendu par Maître Izorni, un procès qui est resté très célèbre. Et il a été condamné à la peine de mort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Charles de Gaulle, qui était à la tête du gouvernement, a usé de son droit de grâce et a commué la peine de mort du maréchal Pétain en une prison à vie, incarcération à vie. Il a été donc transféré, Pétain, sur l'île Dieu, où il a terminé ses jours, puisqu'il est mort en 1951. Mais ce qu'il faut donc comprendre, c'est que entre 1946 et 1951, Pétain était prisonnier, et il était prisonnier à l'île Dieu. Or, il y avait un mouvement d'opinion en France, de partisans du maréchal Pétain, qui trouvait que c'était quand même exagéré, puisqu'il rappelait que le maréchal Pétain avait été le vainqueur de Verdun. C'est un des grands arguments qui a toujours été avancé par les partisans de Pétain. Et puis ils expliquaient aussi, comme l'avait dit Maître Izorni pendant le procès, que Pétain avait voulu en fait être le résistant de l'intérieur quand De Gaulle était le résistant de l'extérieur. Bon. En attendant, il y avait quand même un mouvement d'opinion en la matière. Et ce qu'apprend Joséphine Baker à De Gaulle, c'est qu'en fait les Américains, De Gaulle est reparti, il n'est plus au pouvoir, les Américains ne cessent que d'intervenir pour faire libérer le maréchal Pétain. Alors ça confirme ce que De Gaulle explique dans ses mémoires de guerre, ou ce qu'il a expliqué à Alain Peyrefitte, qui le consigne dans le livre C'était De Gaulle. C'est que l'objectif des Américains, quand ils ont débarqué en 1944 sur les plages du débarquement, c'était d'écarter De Gaulle. De Gaulle n'avait pas été prévenu, il l'explique dans les mémoires de guerre. C'est la raison pour laquelle De Gaulle a toujours refusé de célébrer le 6 juin 1944, parce qu'il avait dit, comme je le rappelais tout à l'heure, que c'était le prélude à une seconde occupation. Les Américains avaient prévu de transformer la France en un pays sous domination américaine, comme allait l'être l'Allemagne, avec un gouvernement d'occupation, l'AMGOT, American Government,
avec des monnaies, des billets de banque qui auraient été aussi des billets de banque sur modèle du dollar pour mettre la main sur la monnaie française. Ce que De Gaulle a fait interdire dès qu'il a mis le pied sur le sol national, une semaine après le débarquement du 6 juin 1944. Et De Gaulle avait expliqué à Alain Peyrefitte que l'objectif des Américains était, une fois qu'ils auraient mis la main sur la France, de maintenir au pouvoir le maréchal Pétain, de maintenir au pouvoir Pierre Laval et d'ajouter un troisième personnage qui était Édouard Herriot, un président du Conseil radical-socialiste de la Troisième République. Et De Gaulle avait expliqué ceci à Alain Peyrefitte notamment en disant que ce plan avait été conçu en accord avec Allen Dulles, l'un des deux frères Dulles qui était à la tête de ce qu'on appelait à l'époque l'OSS. Il était à Genève, l'OSS qui quelques années après changera son nom en CIA, c'est-à-dire les services secrets américains. Allen Dulles, depuis Genève, avait concocté ça avec les Américains et avec Otto Abetz, qui était l'ambassadeur d'Hitler à Paris, contre d'ailleurs l'avis d'Hitler. Les Américains donc voulaient maintenir au pouvoir Pétain, Laval. Je renvoie à ce que j'ai déjà expliqué sur Pierre Laval. Pierre Laval qui avait un seul enfant, une fille unique, José Laval, qui était marié avec le comte René de Chambrun, qui était le fils d'une Américaine nommée Clara Longworth, qui avait des liens familiaux avec l'ancien président américain Theodore Roosevelt et même avec Franklin Roosevelt, le président des États-Unis. Je rappelle que Pierre Laval avait des liens étroits avec les États-Unis. Il était même allé en 1931 aux États-Unis d'Amérique. Il avait été fait le Man of the Year du magazine Time. C'était évidemment avant-guerre, mais c'était pour montrer que Laval n'était pas uniquement l'homme des Allemands, mais il avait également ménagé ses arrières au cas où l'Allemagne s'effondrerait. Il avait bien prévu de rester au pouvoir avec l'appui des Américains. C'est justement parce qu'il y a eu De Gaulle et les communistes français qui ont fait obstacle à ça, et que Laval a été arrêté et condamné à mort et exécuté, puisque Laval était devenu extraordinairement impopulaire, notamment depuis qu'en 1942, il avait fait un discours qui avait été rejeté par un nombre considérable de Français, qui avaient été scandalisés d'entendre Pierre Laval, le chef du gouvernement français, de l'État français, qui disait « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sinon, demain, le bolchevisme s'installera partout. » Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Donc nous avons ici la confirmation de ce que les Américains complotaient pour libérer Pétain, les mêmes Américains qui avaient écarté De Gaulle du pouvoir. Je le dis parce que ça permet, cette lettre est très précieuse, ce petit message est extrêmement précieux. Elle est elle-même d'origine américaine, Joséphine Baker. Elle a des informations, elle en parle à De Gaulle. Et donc, ça permet de montrer que l'énorme propagande que nous avons subie, que les Français subissent depuis les années 60-70, grâce à Hollywood, où l'on présente les Américains comme ayant été des grands libérateurs, ceux qui s'opposaient aux nazis, ceux qui se battaient pour la démocratie. Oui, ils se sont opposés aux nazis, ça c'est exact. Mais ce n'est pas eux qui ont cassé Adolf Hitler. Ceux qui ont cassé Adolf Hitler, ce sont les Soviétiques avec les batailles de Stalingrad, puis de Koursk, puis l'opération Bagration. Ce sont les trois grandes opérations militaires qui ont détruit l'Allemagne nazie, qui sont dues à l'Union soviétique. Et les Américains sont arrivés un peu, pas tout à fait après la bataille, il ne faudrait pas exagérer, il y a quand même eu, effectivement, il faut leur rendre hommage. Ils sont intervenus avec le débarquement, mais il faut bien voir que leur objectif n'était pas du tout de libérer la France, de faire de la France un pays libre et souverain. Leur objectif était d'asservir la France, d'en faire une colonie. Ce qu'en fait, depuis que De Gaulle a quitté le pouvoir en 1969, progressivement et de façon accélérée maintenant, nous sommes en effet devenus, c'est-à-dire une colonie américaine qui a perdu sa liberté, son indépendance, sa souveraineté, qui est obligée d'accepter les valeurs, entre guillemets,
tous les dérapages, toutes les dérives venues d'outre-Atlantique, notre chanson, notre imaginaire collectif, nos chansons, nos films, nos références culturelles, etc., tout nous vient, 90% nous vient des États-Unis d'Amérique. Alors, Joséphine Baker, elle dit que les Américains veulent libérer Pétain, et voilà ce qu'elle continue à dire dans cette lettre. Elle dit « Ne croyez-vous pas que ce serait un coup de maître de le libérer vous-même, Pétain, car votre geste abattrait toutes les barrières dressées entre les Français et qui font obstacle à vous en même temps. Les Américains ne pourront pas exploiter plus tard le succès de ce qu'ils font pour Pétain. » Et Joséphine Baker termine d'une façon qui est à la fois très touchante et assez rigolote, puisqu'elle explique « J'embrasse toute la famille, en commençant par Madame de Gaulle, signé votre fidèle et sale gaulliste soldat, Joséphine Baker. » Votre fidèle et sale gaulliste soldat, c'est-à-dire en fait un peu une tête brûlée, quelqu'un qui était assez indomptable, Joséphine Baker. Alors ce qui est merveilleux dans ce genre de document historique, c'est que toute une époque renaît à la lecture de ça, et comme vous le voyez, eh bien, les propos de Gaulle, tout ce qu'il a consigné dans ses mémoires de guerre, tout ce qu'il avait dit à Alain Peyrefitte est confirmé par les événements. Voilà. Et le narratif que l'on nous impose sur les Américains qui sont là, venus en France pour nous rendre la démocratie, en fait, sont des narratifs fallacieux. En fait, ils voulaient maintenir Pétain au pouvoir. De même qu'aujourd'hui, les Américains, c'est à cause des Américains que nous avons eu cette succession de présidents de la République plus calamiteux les uns que les autres depuis Chirac, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande, Macron. Derrière ça, il y a l'oncle Sam qui a mis toute sa puissance pour nous imposer ces faux présidents de la République. Comme il y a des faux opposants, on a des faux présidents de la République qui sont en fait des agents qui servent plus ou moins consciemment les intérêts supérieurs des États-Unis d'Amérique. Je ne veux pas abuser de votre patience. Je vais encore vous parler de 2 derniers lots qui sont très intéressants et assez touchants. Il y a un lot qui concernait une lettre, autographe signée, du 9 novembre 1969, c'est-à-dire un an jour pour jour avant son décès, le 9 novembre 1970, qu'il avait adressée à son fils Philippe de Gaulle, amiral à Brest. C'est une lettre au sujet de Mémoires d'espoir qu'il est en train de rédiger. Vous savez que de Gaulle a écrit les Mémoires de guerre dans sa retraite à Colombey pendant sa traversée du désert, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire au début des années 1950. Mais là, on est en 1969, donc il a quitté le pouvoir après le référendum perdu du 27 avril 1969. Et là, il s'est mis à rédiger des nouveaux mémoires, des Mémoires d'espoir dont vous savez que malheureusement, il ne pourra pas les achever. Et là, il écrit une lettre au sujet de ses Mémoires d'espoir. Et il y a ce passage qui est dedans émouvant, très émouvant, et qui laisse percer sa pensée profonde. Elle s'adresse à son fils qui a un commandement, qui a de plus en plus d'importance dans la Marine nationale. Et il dit « J'éprouve d'autant plus de satisfaction à voir ton rôle actif s'étendre et grandir que le mien est terminé. » Et le général de Gaulle poursuit en écrivant « Il me reste, si je le peux, à rendre compte par des mémoires de ce que j'ai voulu tenter et peut-être en partie réussi en temps de paix. Le jugement des contemporains, tous engagés en sens divers, me préoccupe vraiment peu. Mais je crois que ce qu'en penseront les Français de l'avenir, tout au moins les meilleurs d'entre eux, aura son importance. Dans 13 jours, j'entrerai dans ma 80e année. C'est dire qu'il faut me hâter, malgré les doutes et la fatigue de l'âge et des épreuves. » Voilà. Le jugement de ses contemporains lui importait finalement peu. Ce qui était le plus important pour lui, c'est ce qu'en penseront les Français de l'avenir, tout au moins les meilleurs d'entre eux. En fait, c'est à nous qu'il s'adresse par ce mot.
C'est nous, les Français de l'avenir. Il écrit ça en 1969, nous sommes en 2024. Donc nous sommes 55 ans après. C'est nous, les Français de l'avenir. C'est nous qui devons méditer ce qu'il a fait. C'est nous qui devons méditer notamment ces lettres qu'il a écrites depuis Alger en 1943. C'est nous qui devons reprendre ce flambeau d'une France éternelle, qui est une France qui ne se laissera pas imposer pendant longtemps encore une tutelle étrangère. Et je terminerai, ces lots, là, j'en ai choisi 5 sur 372, mais je voudrais terminer par quelque chose que j'aurais aussi bien aimé pouvoir acheter. C'était un carnet de notes qui était en vente, un carnet de notes avec des citations ou des réflexions que tout au long de sa vie, depuis la période de la France libre de 1940 jusque dans les derniers jours de sa vie, il remplissait avec des citations qu'il glanait ici ou là, ou des réflexions. Et dans ce carnet de notes que vous voyez ici, il y a des citations assez extraordinaires que je me permets de vous signaler. Par exemple, ici, c'est ouvert à la page 1967. Et vous voyez qu'il est écrit cette réflexion personnelle. À 89 ans, Sophocle écrit Oedipe à Colonne. À 80 ans, Goethe écrit son grand Faust. À 97 ans, le Titien peint la descente de la croix. À 85 ans, Verdi compose son grandiose Te Deum. Monet, Kant, Voltaire, Chateaubriand, Hugo, Tolstoï, Shaw, Mauriac, etc., octogénaires, poursuivent une œuvre admirable. À 90 ans, le doge Dandolo assiège et prend Constantinople. Ce sont des exemples qu'on se cite à soi-même pour se donner le change sur son âge. C'est assez émouvant de voir que De Gaulle, sentant ses forces peut-être décliner, il écrit ça en 1967, 3 ans avant sa mort, eh bien, il éprouve le besoin de consigner ceci dans ce document. Et dans ce document, il y a quelques citations. J'en ai relevé quelques-unes, en tout cas des photos qui étaient disponibles sur le site de vente ou dans le catalogue que je vous ai montré tout à l'heure. Celles que j'ai retenues, et je me terminerai là-dessus, ce sont les citations suivantes. Une citation de Chateaubriand. « Presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision. » C'est formidable. Lui-même, qui avait été condamné à mort par contumace par le régime de Vichy, lui-même qui était brocardé, on moquait son égo démesuré dans les années 1940. Toute la presse collaborationniste se moquait de Gaulle, le considérait comme un dingue. Il y avait même une petite bande dessinée qui était sortie pour se moquer de lui en parlant de la dingolite, en disant qu'il était dingue, qu'il avait la folie des grandeurs, qu'il avait un égo démesuré. Eh bien, finalement, c'est quand même lui, De Gaulle, qui a gagné et qui a triomphé de ses adversaires pourtant beaucoup plus puissants, comme il avait triomphé des États-Unis en 1943-1944. Eh bien, cette formule est toujours valable de nos jours. Presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision. Tous les prévisionnistes qui nous avaient expliqué que Macron, c'était le Mozart de la finance, qu'on allait avoir une start-up nation, sont obligés de constater 7 ans après qu'en fait Macron a détruit la France comme sans doute aucun chef d'État de toute notre histoire auparavant ne l'avait fait. Autre citation, qui est une citation, vous voyez l'écriture de Gaulle dans son carnet, « Celui qui compte sur un appui étranger trouve un maître dans son défenseur. » C'est extraordinaire. On voit bien ce que ça veut dire. Alors c'est Machiavel qui écrit ça dans Le Prince. Vous savez, Machiavel qui écrit à la Renaissance italienne, et qui donne des conseils au prince, justement, des conseils machiavéliques, comme on dira ensuite, c'est-à-dire le cynisme en politique, mais pas seulement du cynisme, c'est aussi une vision lucide des rapports humains et notamment
des rapports entre les cités florentines, siennoises, vénitiennes, les différentes cités que l'on trouve dans l'Italie qui sort du Moyen-Âge pour entrer dans la Renaissance. Et c'est une réflexion sur les rapports de pouvoir. Et ce que dit Machiavel, donc celui qui compte sur un appui étranger trouve un maître dans son défenseur, c'est exactement ce qui arrive à tous ceux qui se sont réfugiés derrière tel ou tel protecteur. Voilà. Ceux qui n'ont à la bouche que la protection des États-Unis d'Amérique, nous sommes devenus désormais les vassaux des États-Unis d'Amérique, sont devenus notre maître. Lorsque Zelensky cherche l'appui des Occidentaux, en fait, il est devenu le larbin, le domestique de Washington. Et quand je dis Washington, c'est pas du peuple américain, il est devenu le domestique de l'État profond. Il est devenu le domestique des grands fonds de pension américains. BlackRock ou Vanguard, qui à eux deux possèdent plus de la moitié des terres cultivables de l'Ukraine. Ainsi donc, effectivement, cette citation de Machiavel, qui remonte à plus de 5 siècles, eh bien, en fait, s'applique tout à fait de nos jours. Et elle avait frappé l'esprit de Charles de Gaulle. Et puis, je terminerai cette dernière citation. C'est une citation de Vauvenargues. Vauvenargues, c'est un écrivain français. Il s'appelait Luc de Clapier, marquis de Vauvenargues. C'est un écrivain du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle. Il était né en 1715 à Aix-en-Provence. Il est mort en 1747 à l'âge de 31 ans. Et il est resté dans l'histoire, notamment dans l'histoire littéraire et philosophique française, comme ayant été un moraliste, un essayiste, un aphoriste, c'est-à-dire faisant des aphorismes, des citations, des maximes, qui sont restées, pour certaines d'entre elles, célèbres. Aujourd'hui, peut-être sous l'influence américaine, on parlerait peut-être de punchline, ça serait un punchliner. Luc de Clapier, marquis de Vauvenargues, qui écrit donc cette citation extraordinaire, que vous voyez ici écrite de la main même de Charles de Gaulle qui le reprend. La servitude abaisse les hommes au point de s'en faire aimer. La servitude abaisse les hommes au point de s'en faire aimer. C'est tout le drame que vit aujourd'hui la France. Une très grande partie du peuple français a fini par accepter la servitude qui nous a été imposée, la servitude de l'Union européenne, la servitude des intérêts anglo-saxons, la servitude du complexe militaro-industriel, du complexe financier, de l'oligarchie euro-atlantiste, de l'État profond américain. Les Français ont fini par accepter cette servitude et au point de s'en faire aimer, c'est-à-dire que vous avez parmi nos compatriotes, énormément de nos compatriotes qui vouent une admiration sans borne aux États-Unis d'Amérique, qu'ils considèrent comme le pays de la liberté, alors qu'en fait, c'est celui qui nous entraîne non seulement vers la servitude, mais également vers la destruction. Je terminerai ici donc cette vidéo. C'est peut-être l'enseignement capital de Gaulle, à travers les décennies qu'il nous envoie, puisque c'est à nous qu'il s'adresse, on l'a vu tout à l'heure. Méditez cette phrase. La servitude abaisse les hommes au point de s'en faire aimer. Nous devons, nous, être la génération qui se redresse et qui dit non, puisque l'essentiel du message de Gaulle, il a d'ailleurs été surnommé comme ça, c'est l'homme qui a dit non. L'homme qui a dit non à la servitude et à la destruction de la patrie, tout comme auparavant, Jeanne d'Arc avait dit non à l'asservissement du royaume de France aux mains des Anglais, de même qu'auparavant, Danton avait dit non face aux troupes coalisées contre la Révolution française, de même que Clémenceau avait dit non face à la menace allemande. Eh bien, De Gaulle a été celui qui a dit non, non à l'Allemagne nazie, mais ensuite il a dit non à l'Union soviétique, et ensuite il a dit non aux États-Unis d'Amérique. Nous devons être la génération qui dit non, et nous devons collectivement redresser la France, son indépendance, sa souveraineté et sa liberté. C'est notre devoir le plus sacré.
Et les documents que je viens de vous montrer, qui sont comme une espèce de testament ultime de Charles de Gaulle, sont là pour nous y encourager. Vive la France éternelle. Merci de m'avoir écouté.